Bonjour à tous et à tous et à toutes. Bienvenue sur la conférence Open Innovation dans la e-santé. Moi, je suis Vanessa Desvergnes, ingénieure d'affaires à la Chambre de commerce et je suis là uniquement pour faire la présentation de la conférence. Les intervenants seront Véronique Fréchin, directrice de l'innovation, et Monsieur Antoine Bassira, PDG et cofondateur de Early Metrics. Donc la conférence dure 20 minutes. Je laisse la parole aux intervenants. Bonjour à tous et à toutes. Merci Vanessa pour ces quelques mots d'introduction. Merci à tous les participants pour votre intérêt pour le sujet qu'on vous propose aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir discuter de ce sujet, de voir que TechInnov s'intéresse de plus en plus à la santé. Et donc, comme vous le voyez, en termes d'objectifs, on souhaiterait en fait s'ouvrir à vous sur les questions et les spécificités de l'open innovation, qui est vraiment le sujet de TechInnov, mais en quoi ces process d'open innovation, cette manière de fonctionner, divergent entre la e-santé et le reste des secteurs d'activité, y compris d'autres sociétés dans la santé. Je pense bien évidemment aux biotech et aux medtech. On vous propose de traiter ce sujet à travers de façon chronologique sur les 3 grands temps d'un funnel d'open innovation. L'identification, donc vraiment la partie sourcing, scouting de société, le pilote, donc vraiment l'expérimentation, la proof of concept, et ensuite le déploiement. Donc on va traiter en 3 temps. Ce que je vous propose, on va commencer par se présenter, Véronique et moi-même, pour que vous ayez une plus de visibilité sur notre background, les spécificités des entreprises qu'on représente, et ça vous donnera aussi un petit peu une couleur sur quels sont les avis et quelle expérience on a sur le sujet. Donc, je vais commencer étant un peu impoli, mais pour garder ce flux et le micro. Donc, je m'appelle Antoine Bassira, je suis CEO et cofondateur d'Early Metrics, donc une entreprise que j'ai fondée il y a maintenant un petit peu plus de 7 ans, sur ce constat que de plus en plus de grands groupes et d'ETI s'intéressaient aux startups et aux PME pour servir leur stratégie d'innovation. Donc, vraiment les prémices de l'open innovation, mais que ces acteurs, ces investisseurs, ces grands groupes et ces entreprises de taille intermédiaire avaient des soucis pour appréhender cet écosystème et notamment pour analyser ces entreprises qui échappent au modèle d'analyse et de notation traditionnelle que les entreprises que vous représentez ont tendance à avoir appliqué pendant des dizaines d'années sur des partenaires et des fournisseurs plus établis. Donc on s'est lancé, on est une agence de notation de start-up et de PME innovantes. Aujourd'hui, on a noté un peu moins de 4000 entreprises pour 280 clients dans tout secteur d'activité. Et donc, on a une proposition de valeur qui est centrée autour de 2 grands métiers. Noter des start-up et des PME que vous connaissez déjà et vous faire bénéficier de nos bases et de nos algorithmes pour identifier des entreprises que vous ne connaissez pas encore, mais qui sont cohérentes avec vos thématiques d'innovation. Donc, actuellement, recruteurs, à l'image de Véronique qui va se présenter dans quelques instants, les équipes achats qui interagissent de plus en plus avec les startups, de façon assez évidente les équipes digitales et peu d'innovation, les business units et toute la branche investissement minoritaire ou majoritaire, les corporate VC et le M&A. Donc sans citer l'ensemble de nos clients et l'ensemble des secteurs qu'on couvre, je pense que vous avez tout compris de par notre présence ici qu'on travaille énormément dans la santé et en particulier qu'on est très fiers partenaire de We Health Digital Medicine que Véronique représente et à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Merci Antoine, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Véronique Fréchin, donc directeur de l'innovation et aujourd'hui je représente We Health Digital Medicine qui est la division e-santé du groupe Servier. Donc le groupe Servier c'est aujourd'hui un groupe français pharmaceutique international, leader en cardiologie et un acteur très investi en cardio et en oncologie. Et donc, en ce sens, We Health, donc cette division e-santé du groupe, depuis 2016, développe seul ou avec des partenaires des solutions digitales pour améliorer le quotidien des patients, des professionnels de santé en lien avec les domaines d'excellence thérapeutique du groupe, qui sont, comme vous le voyez sur la diapositive, et comme je l'ai dit, la cardio et l'onco. Donc, grâce à cette démarche d'open innovation, des startups et des incubateurs bénéficient de l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire We Health dans le développement, l'industrialisation, la distribution de nos innovations.
Ça peut être des outils, des logiciels, des applications qui sont déployées et qui facilitent la collecte et le traitement de données de manière à enrichir et améliorer le parcours de soins des patients. Donc vraiment, afin de pouvoir toujours mieux répondre aux besoins des patients et des professionnels de santé, bien sûr que WIELS travaille aussi en étroite collaboration avec toutes les autres directions du groupe et avec tout un écosystème de partenaires français et internationaux en santé numérique. Bon, voilà pour cette rapide introduction. Je te redonne la parole, Antoine, si tu veux passer à la diapositive suivante. Je te remercie Véronique pour cette présentation. Et donc effectivement, on va se lancer et on commence par le début du funnel, l'identification. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'open innovation d'un grand groupe dans l'oil and gas ou dans la banque fonctionne de la même façon que quand il s'agit de sujets e-santé? Alors, je me permets déjà, avant de te passer la parole, on va faire une petite précision en termes de scope. Il est très important de ne pas réduire la santé aux biotech et aux medtech. On peut peut-être faire un petit point. Là, on n'est pas en train de parler de médicaments ou de dispositifs médicaux de type des microscopes non invasifs ou ce qui est vraiment le monde, je dirais, des startups plus capitalistiques avec une composante hardware ou biologique plus importante. Donc, c'est assez important que la santé, on voit émerger ces sociétés du digital. Alors, ce dont on se rend compte, c'est, et on va creuser un petit peu ce point-là avec toi, Véronique, c'est la dépendance à la maturité des sociétés. Contrairement, je pense, à la grande partie des secteurs où on peut avoir un prisme de maturité qui est très large, avec des sociétés très early stage jusqu'à des sociétés plus matures, vous avez, vous, des enjeux sur la maturité des entreprises qui sont peut-être un petit peu plus prégnants que dans le cadre d'autres secteurs d'activité. Je te laisse rebondir un petit peu sur ce point et puis même compléter avec ce que tu sens être les spécificités de ton funnel de sourcing et d'identification. Effectivement, Antoine, bon, il y a des grands points communs, je dirais, sur le monde du digital, mais pour la santé en particulier, l'identification de start-up repose vraiment sur la connaissance des besoins des patients et des professionnels de santé, des besoins médicaux et la convergence de ces besoins avec les besoins du grand groupe, je dirais les besoins plus business. Donc cela implique, je dirais, en termes de particularité, probablement d'avoir une démarche d'identification, puisque c'est le thème dont on parle sur la diapositive, locale, pour intégrer cette géostratégie. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'une même idée va généralement émerger en même temps dans différents pays. Donc il est important dans de nombreuses situations d'identifier la start-up qui va développer une solution au plus proche des besoins exprimés. Et même si l'idée au départ est la même, l'expérimentation et son développement va être très influencé par le parcours de soins du patient dans le pays dont la start-up est originelle, je dirais. Et ça veut dire que tu es même amené à décliner en fait, sur le même sujet, tu vas faire typiquement, je ne sais pas, la qualité de vie du patient diabétique à travers des applications, tu vas le décliner avec les zones géographiques et entre guillemets, tu vas avoir 3-4 fois la quantité de travail puisque tu vas devoir avoir des partenaires Exactement. Exactement. On en reviendra un peu plus tard quand on abordera la partie déploiement, mais c'est vraiment une spécificité importante à intégrer par rapport à la santé. Une autre spécificité, je dirais, au niveau de l'identification est aussi d'évaluer pour nous très en amont le niveau de preuve clinique que détient la solution. On s'adresse à des patients, à des professionnels de santé. Ce ne sont pas des solutions, c'est des solutions pour lesquelles on attend réellement un impact sur la santé des patients. Donc, la démonstration d'une preuve clinique pour de telles solutions est réellement primordiale pour nous. Après, la perception concernant la perception qu'on pourrait avoir aussi de la proposition de valeur de la solution, elle doit balayer différents domaines. Il faut comprendre que la valeur d'un projet aux multiples facettes peut être économique, médicale, scientifique ou même sociale. Ouais, voilà un petit peu quelques enjeux un peu propres à notre domaine au niveau de l'identification des startups. Et peut-être en conclusion, Véronique, est-ce que ça veut dire qu'il y a une complexité peut-être plus grande sur des sociétés très early stage? Je ne sais pas si tu as déjà un message à nous passer, alors pas forcément sur les taux de conversion par maturité, mais est-ce qu'en fait, il y a peut-être un plancher de maturité un petit peu plus élevé que dans d'autres secteurs? Je pense notamment à la preuve clinique qui est attendue. Alors, tout dépend, je dirais, du besoin, en fait, du grand groupe. Plus la start-up va être jeune, plus on pourra co-développer ensemble une solution qui va répondre, je dirais, parfaitement aux besoins des professionnels de santé, des patients et du grand groupe et de la start-up.
Ça va dépendre, je dirais, un peu de la stratégie des uns des autres. Mais effectivement, c'est un long parcours et à un moment ou à un autre dans ce parcours, la démonstration de la preuve clinique devra être intégrée. Super, ok, intéressant. Donc pas forcément exclusion de l'early stage, c'est juste qu'au contraire, l'early stage permet de faire du sur-mesure, c'est juste que vous vous engagez sur un peu un parcours d'identification plus long. Bon, c'est très clair pour cette première étape, on voit un peu les enjeux. On va passer à l'expérimentation. Donc on a identifié la société, elle coche entre guillemets un certain nombre de cases qui nous projettent sur cette phase de test. Alors nous, sur ce sujet de l'expérimentation, je pense que de façon assez commune à d'autres secteurs d'activité, il y a un rapport au temps spécifique où la start-up, elle fonctionne avec un pas de temps semaine, mois, trimestre, et alors je vais aller jusqu'à l'année dans certains cas, quand de votre côté ou dans des enjeux plus macro, on peut imaginer qu'un groupe de la taille du vôtre fonctionne des fois à l'année, voire même sur des plans stratégiques un petit peu plus longs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit où des fois on a des enjeux de pilote où la start-up se projette sur un trimestre quand le grand groupe se projette sur une année. On voit arriver je dirais le sujet de la data et de la confidentialité, y compris du pilote en lui-même, c'est-à-dire que le pilote en lui-même, nous, ce qu'on a beaucoup vu sur la e-santé, cette fois à l'image de la santé aussi, c'est qu'on a un enjeu de confidentialité sur la data, mais même des fois sur la collaboration qui arrive un petit peu plus tôt, ou dans d'autres secteurs, on peut imaginer que seul le déploiement est confidentiel ou pas, alors que l'expérimentation, elle, est moins engageante. Voilà. Et puis, effectivement, une place de la stratégie réglementaire dont tu vas nous parler. Donc, voilà un peu ce que nous, on a vu en absolu et ce qu'on commence aussi à sentir comme spécificité. Je te laisse rebondir, Véronique, sur cette partie-là. Effectivement, merci Antoine. Effectivement, il faut aussi accepter une certaine part d'incertitude concernant le business model quand on s'adresse à des projets très innovants. Je dirais que c'est le cas un peu général, puisque par nature, les projets innovants, on ne sait pas forcément quelle innovation en termes d'usage ils vont apporter et quel serait leur business model. Ça ne veut pas forcément dire qu'en santé, tous les business models ne sont pas connus, mais pour les solutions les plus innovantes, en tout cas, ce sera le cas. Et c'est ce qui est un peu compliqué par rapport aux médicaments qui aujourd'hui suivent des processus très cadrés, avec une expérimentation longue mais définitive, je dirais sur un temps beaucoup plus long aujourd'hui qu'une solution numérique. Et donc toute cette expérimentation pour nos solutions de e-santé est primordiale parce qu'elle doit permettre de collecter les retours des patients, des professionnels de santé et surtout obtenir l'adhésion des futurs utilisateurs. Ça veut dire que tu ne connais pas, là c'est un point qui est quand même très particulier, c'est-à-dire que quand tu expérimentes, entre guillemets, je ne veux pas dire malheureusement, mais tu expérimentes la tech et la proposition de valeur, mais tu ne connais pas à ce moment-là, c'est-à-dire que le business model en soi, il est encore instable et potentiellement c'est lui-même un des facteurs d'une inconnue auquel l'expérimentation peut répondre. Donc, contrairement à d'autres secteurs, là, pour le coup, là, ça me paraît être un cas assez particulier qui peut être intéressant pour les auditeurs. La plupart du temps, quand je prends l'exemple d'une banque qui va tester une nouvelle solution de paiement, elle va la tester et dès ce test-là, elle a une connaissance assez fine du business model. C'est quelque chose qui est plutôt dans l'ordre des certitudes, alors que de votre côté, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas toujours le cas, je dirais. Il y a des solutions, il y a aujourd'hui, on le verra un peu sur la partie déploiement, il y a des zones géographiques où il y a des business models qui commencent à se structurer en Europe, aux États-Unis, même en Asie. Il y a certains cas de solutions numériques qui sont un peu plus structurés. Mais pour des projets très innovants, on n'est pas forcément complètement calé sur le business model très en amont, en fait. Et ça fait aussi partie de l'expérimentation que de se dire, et l'expérimentation va pouvoir faire pivoter complètement une solution, donc son business model, effectivement, en fonction des utilisateurs. Et la réglementation, Véronique, est-ce que ça arrive systématiquement déjà à ce moment-là, puisque exactement. Alors ça, c'est, je pense, une vraie particularité de notre domaine, dans la santé digitale numérique, c'est que l'expérimentation doit intégrer en fait cette dimension réglementaire. Les solutions numériques de santé sont très réglementées, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie ou ailleurs. Il faut intégrer en fait dès cette expérimentation et la conception en fait cette dimension réglementaire, au risque sinon de faire des choix qui derrière peuvent faire perdre beaucoup de temps et retarder les déploiements.
Ok. Et en conclusion donc, de cette étape de l'expérimentation, est-ce que tu dirais que ça implique, alors c'est difficile de donner un message unique, mais des phases d'expérimentation qui sont paradoxalement plus longues. Là, on ne parle pas de quelques semaines, on n'est pas dans du test flash comme on peut avoir dans d'autres secteurs. Je ne sais pas si tu veux faire un retour sur ce travail de durée, j'imagine qu'il est variable, mais est-ce que tu sens... Il est très variable selon que je dirais que la solution détient une preuve clinique ou pas. Si on veut aller dans la démonstration clinique, ça veut dire des essais cliniques ou la collecte de données en vie réelle, et ça peut prendre plusieurs années. Ok. Ouais. Parfait. Merci beaucoup Véronique pour ce point. Donc on est sur la notion d'expérimentation ici. Elle peut se faire sur le temps long. Il ne faut pas qu'on duplique dans la e-santé cet ADN un petit peu POC ou MVP sur quelques semaines. Bon, on va passer au déploiement. Donc là, ça y est, vous avez compris, on fait ça en accéléré puisqu'on vient de dire que ça pouvait prendre quelques années. Là, ça nous a pris 4 minutes. Montre en main. On va passer au déploiement. Alors nous, ce qu'on a vu, avant de te passer la parole, il y a une question sur le partage de la valeur qui est plus protéiforme que dans d'autres secteurs. Je m'explique, c'est-à-dire que dans des secteurs d'activité, je continue avec mon exemple de la banque, c'est relativement simple. On est souvent sur un partage du revenu où il y a la grande banque qui fait un partenariat, elle devient elle-même cliente de la start-up et elle revend le service en faisant une marge ou en l'intégrant. Là, on voit que dans la e-santé, il y a des modèles de création de valeur qui sont très différents, les royalties, du licensing, des accords de distribution simples. Voilà. On voit aussi apparaître l'enjeu de la propriété intellectuelle, qui est systématique. Il n'y a pas de, contrairement à d'autres secteurs, des fois la propriété intellectuelle ne rentre pas dans l'équation de déploiement. C'est quasi systématique dans la e-santé, puisque comme tu le disais, il y a toujours une petite fraction à minima de co-développement. Pareil pour la question de l'exclusivité qui est liée. Je te laisse peut-être rebondir sur ce que je crois savoir, qu'en fait, il y a quasiment une erreur dans la slide et c'est dur de parler de déploiement sans S, tellement en fait, ce n'est pas un unique chemin de déploiement et que vous animez plusieurs déploiements en parallèle. Effectivement, c'est toute cette particularité. La solution doit s'intégrer au parcours de soins des patients et elles vont répondre à des gaps, je dirais, dans ces parcours de soins. Et par nature, les parcours de soins peuvent être très différents d'un pays à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, les déploiements vont aller s'articuler en fait avec ces parcours de soins et que même entre différents pays européens, alors qu'on dispose d'une procédure réglementaire unique en Europe, les déploiements peuvent être très variables. Parce qu'il y a aussi la dimension culturelle du patient qu'il va falloir intégrer. Le patient allemand, le patient français, le patient anglais, tout ça doit être intégré et pris en considération lors des déploiements et les adaptations nécessaires. Il faut comprendre aussi que les parties prenantes qui sont, je dirais, dans la prise en charge financière de ces solutions peuvent être très différentes. Ce n'est pas forcément la partie prenante qui va générer des économies, qui va financer la solution. Donc, dans certains cas, les institutions vont prendre en charge les solutions de e-santé, elles peuvent être remboursées. Dans d'autres cas où elles peuvent rentrer dans des programmes d'expérimentation pour favoriser l'accès au marché, comme c'est le cas par exemple en France avec le programme ETAP. Dans d'autres cas, ce seront les patients qui vont financer ces solutions, mais les services peuvent être mis aussi à disposition des patients par d'autres parties prenantes, que ce soit des industriels, des assureurs. Donc, il y a des modèles très variés qui font que les déploiements, il y aura autant de déploiements, j'ai envie de dire, que de modèles. Y compris sur la même solution. Parfait. Merci pour cette spécificité. L'heure a tourné, on est dans les temps, ça va me permettre un petit peu de conclure. On vous remercie à tous pour votre présence. On espère que ce petit plongeon dans le monde de l'open innovation, de la e-santé vous aura intéressé. Vous avez nos coordonnées, autant celles de Véronique que les nôtres, pour nous contacter. La conclusion qu'on peut faire, on est sur une variabilité des modèles de par la complexité de la santé avec des parties prenantes aussi, qui fait que chaque étape de l'open innovation partage des choses avec d'autres secteurs, mais a aussi ses spécificités et on le voit en particulier sur l'expérimentation et le déploiement où le rapport au temps et où le rapport au réglementaire, je dirais, arrive plus tôt dans l'histoire de l'open innovation e-santé. Voilà. Merci à tous pour votre présence et votre attention. On est disponible en cas de questions via mail ou si certains veulent rester quelques minutes dans cette salle si leur agenda le permet. Voilà. Et merci Véronique pour tes contributions. Merci à tous. Ravi d'avoir partagé cet échange avec toi Antoine et avec vous tous. Merci. Alors, on va se permettre de prendre quelques questions pour les personnes ici. Alors, est-ce que
Early Metrics se limite aux startups qui... Je crois que Vanessa parle, non? Oui, vous êtes en mute, Vanessa, mais bon, je vais... Bon, j'avais coupé mon micro, je suis désolée. Je disais qu'il y avait une question de Sophie Bois, si vous pouviez y répondre. Alors, pour toi, Antoine, je crois. Donc, Sophie, non, on travaille dans tous les secteurs d'activité. Il se trouve que la santé est très importante pour nous, à l'image de notre collaboration avec WeHealth, mais on travaille dans tout secteur d'activité. Et j'ai vu que ma collègue vous a déjà répondu pour que vous puissiez demander une notation. Et il y a une question peut-être intéressante de Thierry pour Véronique sur le rapport entre l'argent et le temps, d'une certaine façon, les montants. Est-ce que un petit peu en investissant très vite, on réussit à compresser un petit peu ça? Je te laisse peut-être faire une réponse sur ça, Véronique. Non, par rapport au vaccin, oui, c'est intéressant, c'est une remarque intéressante parce que c'est un exploit d'avoir un vaccin, j'ai envie de dire d'un point de vue santé pharmaceutique, au bout d'un an après la déclaration de cette épidémie de Covid-19. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas s'attacher à cette année, je dirais, de recherche et de développement et de fabrication. Toutes les sociétés qui ont été engagées dans le développement de vaccins le sont depuis de nombreuses années. Les recherches sur l'ARN messager, c'est des années et des années de recherche. Et effectivement, il y a peut-être certainement eu un coup de booster et des investissements et des partenariats qui ont été favorisés récemment. Mais ce n'est pas que ça non plus. Il y a derrière un travail de longue haleine. Oui, donc là, les 1 an, c'est un peu la partie émergée d'un travail de recherche qui a été... La vision de la chose, mais bien sûr, on peut... Ouais. Donc, en conclusion, oui, ça peut impacter les investissements. Maintenant, l'argent, il y a quand même des étapes, même en investissant énormément, il y a des milestones, si je peux me permettre, sur lesquels... C'est vrai que la question des investissements est importante, notamment pour toutes les solutions qui sont dans la deep tech. Et il y a des recherches de financement parce que sur la deep tech en e-santé, c'est des projets qui durent des années et des années, qui nécessitent des montants très importants et que le montant des investissements est aussi primordial pour permettre d'atteindre les objectifs. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question qui apparaît sur le chat ou est-ce que la curiosité a été traitée? Je ne vois rien d'autre. Parfait. Il nous reste qu'à vous remercier encore. Merci Vanessa. Merci à tous. Merci Vanessa, merci à tous. Bonne fin de journée à tous.